Mesdames et messieurs, voici la caméra ultime du créateur. Imaginez un boîtier plein format qui peut filmer en 4K 50 et même en 4K 100 images par seconde, avec un autofocus inégalé qui ne loupe jamais son sujet, des fonctionnalités hyper utiles pour limiter justement le travail en post-production, dans un boîtier petit et tout léger, tout ça dans un prix qui défie toute concurrence avec ses fonctionnalités. Je pense que ça vous donne quand même pas mal envie normalement. Donc laissez-moi vous parler du dernier boîtier Sony, le ZV-E1. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va parler du boîtier ultime selon moi pour la création de contenu. On va voir ensemble les specs et vous allez voir que c'est assez impressionnant. On va aussi parler des fonctionnalités, des petits plus, bref, voir clairement ce qu'il a dans le ventre. Alors, j'ai pu avoir ce boîtier quelques temps avant de le rendre, donc je suis absolument pas sponsorisé par Sony. Bon, ils ont même pas vu d'ailleurs la vidéo avant qu'elle sorte. Mais je vous l'annonce de suite, le boîtier c'est une tuerie déjà, et je pense que je vais sûrement me l'acheter dans les prochains jours. Alors juste imagine les capacités vidéo de l'A7S3, qui est à l'heure actuelle un des meilleurs boîtiers en vidéo, l'autofocus de l'A7R5, le boîtier photo par excellence, les fonctionnalités vlog de la cam ZV dans le corps d'un boîtier de la taille d'un A7C. On prend tout ça, on mélange fortement et on obtient le ZV-E1. Faut bien comprendre que cette nouvelle caméra est certes dans la gamme des ZV, donc les boîtiers plutôt orientés vlog / création de contenu, sauf qu'il intègre toutes les fonctionnalités d'un boîtier pro, même mieux, et dans un boîtier plus petit et moins cher. Alors bon, clairement c'est un boîtier qui est orienté vidéo, donc on a quand même la possibilité de faire des photos, mais c'est clairement pas son but premier. Là, on a un produit qui est destiné aux vidéastes, aux créateurs de contenu, ceux qui veulent une qualité au-dessus, tout en ayant du coup un boîtier assez petit et léger. Ok, parlons des specs un peu, vous allez un peu mieux comprendre. Alors c'est un boîtier qui a un capteur plein format stabilisé de 12,1 mégapixels, soit le même capteur que l'A7S3. Donc on verra après ses capacités en basse lumière, mais clairement c'est un tueur. En vidéo, on peut faire de la 4K 25 images par seconde, on a également de la 4K 50 images par seconde sans crop, et d'ici quelques mois, on va aussi pouvoir faire de la 4K 100 images par seconde, avec un léger crop du coup de 10%. Ah oui, alors petite info, pour la 4K 100, c'est une mise à jour qui sera gratuite et qui arrivera normalement courant juin. Mais déjà avec la 4K 50 sans crop, ça nous permet quand même de faire des ralentis hyper smooth et les plans sont quand même plutôt agréables à regarder. Et rien que ça, juste dans un boîtier qui fait cette taille-là, déjà c'est ouf. On peut filmer en 4:2 10 bits en interne avec une plage dynamique de 15 stops en S-Log. Autant vous dire qu'on garde quand même pas mal d'informations dans notre image, surtout dans les hautes et dans les basses lumières. Et le fait d'avoir du 10 bits, ça nous permet d'avoir une image beaucoup plus riche en couleurs que ce qu'on pourrait avoir si on avait du 8 bits. Également, on a plusieurs choix de codecs différents, notamment du long op et du all intra, pour avoir une image avec une qualité, on va dire, encore plus supérieure. Et tout ça en interne. On a un processeur Beyond XR qui est déjà un processeur assez costaud, plus une unit IA dans la caméra qui va, vous allez voir, bien nous servir, surtout pour l'autofocus. Et bon, on a quand même la possibilité de faire quelques photos, que ça soit en JPEG ou en RAW, bien que ça soit clairement pas le but de cette caméra. Mais honnêtement, des photos avec un capteur de 12 mégapixels, je trouve que ça suffit largement pour faire des photos et les poster sur les réseaux sociaux. Perso, c'est ce que j'ai du coup avec mon A7S3 et c'est ce que je fais du coup sur mes réseaux. Et je trouve que ça fait plutôt bien le travail. Donc là déjà, ce qu'on a vu avec les specs, dans la taille qu'il a, c'est déjà assez ouf. Et attendez de voir le reste et avec le prix. Ok, alors maintenant si on parle un petit peu de la qualité d'image, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est un plein format, donc forcément on a un flou d'arrière-plan qui est bien plus prononcé que ce qu'on pourrait avoir du coup avec un capteur APS-C. Alors évidemment ça dépend quel objectif vous mettez devant la caméra, mais je trouve qu'il y a quand même une qualité d'image qui est très agréable à regarder, c'est très joli. En fait ce que j'aime bien c'est que le fait que ça soit seulement un capteur de 12 mégapixels, le rendu est pas trop sharp, c'est pas trop net. Justement c'est pile ce qu'il faut et du coup ça rend les plans assez agréables. Et pour le coup on a une vraie caméra qui se démarque en termes de qualité d'image par rapport aux autres modèles de la gamme ZV et même d'ailleurs d'autres petits boîtiers. Forcément le capteur plein format il joue pour beaucoup, ça c'est sûr. On a d'ailleurs la possibilité de shooter dans différents modes, notamment le S-Log pour garder un maximum d'informations ou même en S-Cinetone si jamais on veut justement avoir des belles teintes de peau sans se prendre trop la tête au montage. Et si jamais on n'a pas trop l'âme d'un vidéaste et qu'on veut juste filmer en ayant une bonne qualité d'image sans justement faire trop de retouches au montage, on a plusieurs modes, notamment le Cinematic Vlog et qui du coup comme son nom l'indique vous donne un look cinéma et vous laisse du coup le choix parmi plusieurs moods et ça permet du coup d'avoir un plan qui est joli visuellement automatiquement sans quasiment rien faire et forcément ça vous fait gagner du temps au montage. Tant qu'on est sur la qualité d'image, parlons de la montée en ISO et comment vous dire qu'avec ce ZV-E1 on est aussi bon qu'un Sony A7S3 qui est clairement le meilleur boîtier sur ce domaine à l'heure actuelle. Encore une fois, le fait qu'on ait seulement 12 mégapixels, le bruit est beaucoup plus facile à gérer, ce qui fait qu'on peut monter dans les ISO et honnêtement le bruit numérique
luminerie se voit quand même très peu à l'image. Et le gros plus que fait Sony, qui le fait extrêmement bien, c'est le fait qu'on ait un double ISO natif en S-Log. Ce qui veut dire que quand on passe de 10 000 à 12 800 ISO, et ben on n'a plus aucun bruit. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, mais clairement c'est le jour et la nuit quand on passe entre les deux. Ce qui fait que c'est hyper pratique parce que tu peux filmer dans des endroits qui sont hyper sombres, tu peux monter les ISO sans trop avoir peur que ça dégrade ton image. Et juste cette fonctionnalité avec la possibilité de faire du 4K 50 et bientôt du 4K 100 images par seconde, pour moi c'était déjà vendu. Mais il reste quand même des petites choses à voir. Ok, parlons de l'autofocus maintenant, parce que là aussi j'ai pris une petite claque. En fait, on a le même autofocus que ce qu'on peut retrouver dans l'A7R5, qui est clairement un tueur dans le domaine. On a également à l'intérieur un module IA qui va du coup reconnaître encore mieux le sujet que vous êtes en train de filmer. Et je peux vous assurer que j'ai quand même vu une belle diff avec mon A7S3 qui est déjà un autofocus hyper bon. En fait, il arrive très bien à choper le sujet soit avec les yeux, le visage, ou alors même avec le corps aussi quand le sujet est un peu plus éloigné. Et on verra, il y a des petites features qui sont assez sympas, notamment le fait de détecter plusieurs personnes dans la scène et du coup d'adapter l'ouverture. Bon, on verra ça un peu après. Il est donc capable de reconnaître les humains, les animaux, les oiseaux, les voitures, les trains, les avions et même les insectes. Et ce que je trouve assez fort, c'est que même quand on est de dos, quand votre sujet est de dos, il arrive quand même à le reconnaître et du coup à rester focus dessus. Et donc forcément rien à dire sur l'autofocus, c'est honnêtement, je pense, la meilleure que j'ai pu tester jusqu'ici. Là, on est clairement sur un boîtier en termes d'autofocus qui est extrêmement performant. Et encore une fois, regardez la taille du boîtier quoi. Ok, une autre partie qui a été optimisée, la stabilisation. Ils ont mis un nouveau mode, je vais pas vous le cacher, on a l'impression que c'est un trépied. Sans déconner, là je marche et je fais pas vraiment attention à mes pas et ça bouge pas quoi. Je sais pas techniquement trop comment ils ont amené ce truc là, mais on dirait un stabilisateur. En fait, les autres boîtiers sont bons, mais honnêtement, tu peux voir soit dans l'image que ça bouge, soit c'est pas très bien géré. Là, honnêtement, demain, je pars en road trip avec ce boîtier là, jamais je prends un stabilisateur. Alors bien sûr, c'est une stabilisation mécanique du capteur plus une stabilisation électronique, donc ça croppe un petit peu dans l'image, mais quand même ça dégrade très peu l'image et pour le rendu que ça, c'est assez incroyable je trouve. On a donc 4 modes, off, du coup le capteur il est pas stabilisé, le mode standard et le mode active qu'on connaît déjà. Et donc maintenant ils ont rajouté le mode dynamique qui va du coup encore plus cropper dans l'image pour stabiliser encore mieux du coup notre vidéo. Et ça va aussi nous servir dans pas mal d'autres situations qu'on verra un petit peu plus tard dans les petits plus. Ah oui, alors ça aussi c'est un truc que je m'attendais pas à en parler et pourtant ça a été assez impressionnant surtout dans les tests. On va parler des micros parce que oui, on sait que les micros internes des boîtiers sont en général vraiment pas ouf, on est obligé de mettre un micro externe dessus, bon ça c'est assez classique. Sauf que là pareil, le module prise de son a été amélioré. On a maintenant la possibilité de choisir la direction du micro pour optimiser le son de notre voix. On a en avant, en arrière, toute direction et je crois on a aussi auto du coup qui va choisir à peu près où est-ce que c'est le mieux. Bon, le mieux c'est que je vous montre ce que ça donne et qu'on puisse le comparer avec un micro du coup externe. Ceci est un test de l'audio, donc là on a mis le réglage à l'avant avec le microphone et là du coup c'est le test du micro quand il est à l'arrière. Donc, je bascule la caméra et je monte Alexis et normalement le micro est censé être un peu mieux. Ok, donc là on teste l'audio. L'audio, c'est le réglage de l'audio, c'est automatique. Donc en fait la caméra va choisir où va prendre le son. Sans déconner, juste avec le micro externe, c'est pas mal du tout. Bon, alors après, j'aurais honnêtement dû mettre une bonnette anti-vent, mais c'est largement utilisable sans micro externe, et ça c'est ouf. Alors je dirais pas non plus qu'on n'a plus besoin de micro pour avoir une qualité de son, on va dire, supérieure, mais honnêtement, ça dépanne, et je trouve que ça fait quand même très bien le travail, surtout si jamais on veut un setup vidéo assez minimaliste. Ah ouais, alors ça aussi, avant de vous parler justement des fonctionnalités plutôt très bien pensées, des connectiques, etc., je voulais vous parler de ma seule crainte avec ce boîtier, c'était la surchauffe. Un boîtier aussi petit, avec toutes les caractéristiques qu'on a vues justement, le seul risque qu'on a, c'est justement la dissipation de la chaleur, ce qui du coup entraînerait la caméra forcée à s'éteindre. Écoutez, je sais pas comment ni pourquoi, mais il tient quand même plutôt très bien la surchauffe. J'ai filmé pendant 1h50 en 4K 25 classique, et encore, là il s'est arrêté parce que j'avais plus de place sur ma carte SD. Il tient 48 minutes en 4K 50, bon là ok, il s'est arrêté à cause de la surchauffe, mais honnêtement je connais personne qui filme aussi longtemps au ralenti, ça n'a pas d'intérêt. Donc ça c'est pour les deux modes long op, soit ceux que j'utilise à 98% du temps sur mes Sony. Bon alors après en All Intra du coup qui est on va dire le codec un peu plus pour avoir une meilleure qualité, là on a un peu plus de problèmes de surchauffe. Mais personnellement je filme jamais en All Intra parce que déjà ça prend beaucoup plus de place et certes du coup on a une meilleure qualité, mais honnêtement je trouve que le long op ça suffit largement. Mais quand même on voit que quand on filme en All Intra, forcément les durées d'enregistrement sont quand même un peu plus réduites. Mais à part ça, filmer en long op, il tient une interview largement de plus d'1h30 et ça c'est quand même assez incroyable encore une fois sur cette taille de boîtier. Je m'attendais honnêtement à que ça tienne beaucoup moins longtemps que ça et j'ai pas eu de problème personnellement. Bon alors évidemment si on est dans des conditions, on est en plein soleil, c'est normal, ça va durer moins longtemps. Mais en tout cas, moi de mon côté, la surchauffe,
j'ai pas eu de problème. Tant qu'on y est, parlons du gabarit de cette caméra et aussi des connectiques. Bon alors vous l'avez vu, il est vraiment petit et compact. Si jamais on le compare au Sony A7S III qui est déjà assez petit, ça se voit direct la différence. Pareil, il est tout léger puisqu'il fait 483 grammes. Ah oui, au fait, j'en ai pas parlé parce que c'était un peu obvious, mais c'est une monture E. Donc tous les objectifs de Sony, Tamron, Sigma, etc. sont compatibles avec cette caméra normale. Le boîtier en lui-même, on a tous les boutons qui sont customisables. On a par contre qu'une seule molette. Ça, je trouve ça un peu dommage pour gérer du coup l'obturateur et l'ouverture. On n'a pas de joystick non plus. Perso, ça me dérange pas, mais je sais que peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être important. Au-dessus, on a donc les 3 modes séparés photo, vidéo et SNQ qui sont pour les ralentis. On a un gros bouton REC bien visible et ça, c'est assez pratique. On n'a pas besoin de le chercher, au moins c'est là. Aussi, on a plusieurs moyens d'être sûr en fait qu'on est en train de filmer. On a une LED à l'avant, une LED sur le côté et même sur l'écran, on a justement le cadre rouge. Ça nous permet d'être sûr qu'on est en train de filmer et ça, je vous avoue que je trouve ça assez rassurant. Ah oui, aussi, alors ça c'est un petit peu marrant, mais on a un zoom à l'avant qui nous permet déjà de faire un zoom numérique si jamais on en a besoin. Ça, je suis pas trop fan parce que du coup, ça va cropper un petit peu dans l'image, donc bon, c'est pas en termes de qualité, c'est pas ouf. Par contre, si on a un power zoom, comme j'ai notamment le 1635 f4 de Sony, et là du coup, on peut l'utiliser pour zoomer avec l'optique, donc de passer de 16 à 35 mm uniquement en jouant avec le joystick. Donc ça peut être aussi bien pratique. Bon, on a également un écran tactile retournable, ça nous permet de sélectionner notre sujet avec le doigt pour le suivre en cas d'autofocus. Ça, pareil, ça marche extrêmement bien et le tactile est très bon. Alors aussi, je pense que vous l'avez vu, mais on n'a pas de viseur. Perso, ça me dérange pas. C'est un boîtier quand même qui est beaucoup plus orienté vidéo. Donc moi, j'ai jamais besoin d'avoir une œillère justement en vidéo. En termes maintenant de prise en main, alors c'est pas mal. On le tient quand même plutôt bien dans la main, mais le fait qu'il soit justement petit et léger, je trouve que la prise en main est pas non plus incroyable. Notamment sur le grip, vu que forcément ils ont essayé d'avoir un form factor qui est tout petit, et du coup on manque un peu de profondeur dans la poignée, ce qui fait que on le tient, on a un peu peur que ça tombe quoi. Alors après c'est normal, on peut pas non plus tout avoir, mais quand même je trouvais que j'étais pas non plus hyper serein quand je l'avais dans la main. Après le gros avantage c'est que du coup il rentre partout, il rentre dans une poche, il est tellement petit aussi qu'on le voit pas trop, dans la rue ça reste quand même assez discret. Ah oui, aussi un petit point négatif, c'est les bitoniaux sur les côtés. C'est là au-dessus en fait on va attacher notre sangle et en fait ils sont rigides, ce qui veut dire que quand vous avez la main dessus, ça vient se positionner un petit peu dessus, donc c'est pas hyper agréable. Je vous avoue que je préfère ceux de l'A7S III qui sont du coup moins rigides et on peut un peu les mettre où on veut. Ok, parlons des connectiques et de ce qu'on peut avoir du coup dans ce boîtier maintenant. Alors déjà le top du top, c'est qu'on utilise des batteries Z qui sont les batteries classiques chez Sony, qu'on a dans tous les autres boîtiers on va dire un peu plus haut de gamme, et c'est des batteries qui tiennent extrêmement bien. Pour un jour de tournage, honnêtement, je pense que 2 batteries, ça suffit largement. C'est aussi une des grosses forces de Sony, c'est que du coup, la batterie tient très très longtemps. Et là, avec ce boîtier-là, on n'y manque pas. Et du coup, pour l'aspect un peu plus connectique, tout se passe sur le côté gauche de l'appareil. On a en haut une prise jack classique pour brancher un casque ou des écouteurs. Et juste à côté, on a une prise USB type C pour le brancher à un ordi et faire du stream, ou alors même le recharger. En dessous, on a un seul slot pour une carte SD. Et encore en dessous, on a une prise qui est malheureusement une prise micro HDMI. Alors je dis malheureusement parce qu'en général on préfère avoir une vraie prise HDMI, c'est souvent plus fiable et ça risque moins de péter. Maintenant je pense qu'avec une taille comme ça c'était pas possible de faire entrer une vraie prise HDMI, donc perso voilà, j'ai pu le tester aussi avec des moniteurs et j'ai pas eu de problème plus que ça. Maintenant faut quand même le savoir que c'est pas la prise la plus fiable. Ok, alors si vous connaissez la chaîne, vous savez que quand je teste des boîtiers, j'aime bien parler des petits plus à chaque fois. C'est les features du boîtier qui peuvent faire la différence et vous allez voir qu'avec ce petit boîtier, il y en a pas mal. Premièrement, les menus. Sony a bossé sur les menus pour nous en donner un plus simple, c'est ce qu'ils font déjà avec les différents boîtiers qui sont sortis. Honnêtement, c'est pas non plus leur point fort. Je trouve que ça reste quand même un peu fouillis, bien qu'avec l'habitude on commence à s'y retrouver. Par contre, là, ils nous ont mis du coup un menu ciné qui est complètement personnalisable et ça c'est cool. Ça permet d'avoir un aperçu de tous les réglages qu'on a besoin quand on est en train de filmer et surtout d'avoir un point de vue d'ensemble et ça j'avoue j'adore. Sur l'écran, pareil, tout est hyper bien pensé, on a tous les réglages qu'on a besoin à portée de main et vu que c'est du tactile, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans le changement quoi. On a également tous les modes vlog qu'on a sur les ZV-E10, notamment le Product Detect. En fait, ça c'est une feature, si jamais vous voulez montrer un produit à votre caméra, et l'autofocus aura souvent tendance à essayer de choper votre œil, et là en appuyant sur ce bouton là, ça va uniquement focus sur le produit, il va reconnaître que vous lui montrez quelque chose, et du coup il va faire le focus dessus et pas sur vous. Ça pour tous ceux qui font un peu des reviews ou des choses comme ça, c'est hyper pratique. Alors on a aussi une autre feature que perso j'aime pas du tout, mais qui peut-être peut en intéresser certains d'entre vous, c'est la possibilité d'adoucir la peau directement dans la caméra. Ça donne un effet un petit peu peau de princesse que moi je suis pas trop fan, ça fait pas trop naturel, mais si jamais vous avez
avez des imperfections que vous voulez atténuer du coup avec la caméra, c'est possible de le faire directement en interne. Alors ouais, alors ça je trouve ça hyper pratique aussi, mais imaginons vous êtes en mode auto et que vous êtes en train de vlogger et là il y a quelqu'un qui arrive justement dans votre plan, et l'appareil va comprendre que vous êtes deux et il va justement ajuster l'ouverture de votre objectif pour que vous soyez nets tous les deux. Et ça je trouve ça hyper bien pensé parce que le nombre de fois où tu veux faire arriver quelqu'un dans ton plan et la personne derrière est floue, et là justement il va le faire tout seul, ça je trouve ça trop bien. Et ils nous ont mis quelques petites nouveautés aussi qui sont très intéressantes. Alors déjà on a la possibilité de faire un auto-zoom dans la vidéo. En fait on peut choisir pas mal de paramètres et demander à ta caméra de recadrer automatiquement notre vidéo. Ça permet d'être sûr de toujours avoir notre sujet au milieu de la vidéo et de pas trop se soucier du cadrage. On a également la possibilité de changer le sujet en cliquant du coup derrière l'écran pour emmener le cadrage là où on veut. Ça pareil c'est une fonctionnalité qui peut être hyper utile si jamais vous êtes en live ou alors que vous voulez pas vraiment vous prendre la tête au montage, ça fonctionne plutôt très bien. Perso je vais pas spécialement les utiliser parce que je préfère avoir le maîtrise de tout ça et de tout faire du coup en montage, mais pour ceux qui sont moins adeptes ça peut quand même être pas mal pratique. Bon, on a vu pas mal de choses, mais maintenant je pense que vous devez vous demander combien il coûte. Alors, juste pour petit rappel, l'A7S3 coûte 4200 €, l'A7R5 coûte 4500 €. Alors clairement, le ZVE1 n'a pas toutes leurs fonctionnalités, mais il a quand même ce qu'ils font de mieux. Et donc, ce boîtier est vendu à 2700 €, ce qui est pour moi complètement délirant. On parle quand même d'un boîtier qui fait de la 4K 50 images par seconde sans crop, bientôt de la 4K 100 images par seconde. On a la même montée en ISO qu'un A7S3 avec un autofocus bien meilleur. Donc je pense que vous l'avez compris maintenant, mais mon avis sur ce boîtier, c'est que c'est clairement une tuerie. C'est honnêtement pour moi le meilleur rapport qualité-prix à l'heure où je tourne la vidéo. C'est un peu en fait le boîtier par excellence pour tous ceux qui créent du contenu, qui partent en voyage, qui font du vlog ou même des vidéos pour les clients en fait. C'est un boîtier fiable qui passe partout. On a l'impression d'avoir un petit boîtier entre les mains qui paye pas de mine. Donc quand vous êtes en voyage ou dans la rue, vous attirez pas l'attention sur vous. Alors qu'en vrai, il a quand même des capacités de malade et pour vous donner une qualité d'image qui est ouf. Bref, je suis surpris en toute franchise par ce boîtier là et je vais sûrement aller me l'acheter pour soit l'utiliser en deuxième cam ou alors pour matcher du coup mon A7S3, ou en tout cas dès que je vais partir en voyage ou que j'ai pas beaucoup de place, c'est clairement cette caméra que je vais prendre. Voilà ma review de ce ZVE1, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien du boîtier en description si jamais il vous intéresse. Aussi pensez à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce boîtier, ça sera toujours intéressant de vous lire. Et écoutez, je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.